Merci Henri. Alors, nous allons pouvoir commencer cette fameuse séance sur l'appendicite avec un peu de retard, mais je vous prie de nous en excuser. Alors, la première communication sera présentée par Monsieur Marty de la CNAM, qui est le spécialiste français connaissant le mieux l'épidémiologie de l'appendicectomie, enfin la répartition des appendicites et l'évolution du nombre d'appendicites réalisés en France. Et j'ai demandé à M. Mornex, me fait l'honneur d'être présent aujourd'hui et que je remercie très sincèrement, que je respecte beaucoup. Il a été le président du conseil d'administration des Hospices civils de Lyon. Et il est membre de l'Académie nationale de médecine, de bien vouloir intervenir en nous apportant les fruits de son travail et de sa réflexion. Après la communication, vous voudriez bien venir ici, M. Mornex. Parce que je répète à tous que ces séances sont filmées et enregistrées. Il est très important de vous annoncer, de parler dans le micro à 5 cm environ pour que ce soit bien retransmis. Merci. Monsieur Marty, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie de m'avoir invité dans cette illustre académie. Alors, je suis médecin conseil et responsable du département hospitalisation à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Le titre de l'exposé, c'est « Épidémiologie de l'appendicectomie en France ». Alors, le titre peut un peu surprendre, mais correspond bien, en fait, aux analyses que nous réalisons actuellement. L'assurance maladie s'intéresse à l'appendicectomie depuis 2007. Au début, c'était un des 16 actes pour lequel nous étudions les variations interdépartementales de recours aux soins. Et cette analyse a amené des études en région en 2008-2009. Nous avions transmis donc les variations interdépartementales de recours aux soins standardisées sur l'âge et le sexe en région, en demandant à ces régions de choisir un ou deux actes parmi les 16, et pour ces actes, d'essayer de vérifier si ces variations interdépartementales étaient réelles, et quelles pouvaient en être les causes. Les causes pouvant aller jusqu'à l'analyse de dossiers tirés au sort dans des structures et le respect ou non des référentiels existants. Les principales conclusions de cette analyse en région sont triples. L'approche variation interdépartementale, c'est une bonne approche, mais elle nécessite d'être affinée parce que les causes pouvant expliquer ces variations sont extrêmement nombreuses, la standardisation sur l'âge et le sexe ne suffisant pas à expliquer, bien sûr, ou à éliminer toutes les causes possibles de variation. Le retour au dossier, qui est nécessaire pour affirmer le respect ou le non-respect des référentiels, est une procédure très lourde. Et le troisième élément évident aussi, c'est que pour vérifier, il faut qu'il y ait un référentiel actualisé. Nous sommes intéressés à partir de 2011 plus spécifiquement à l'appendicectomie pour plusieurs raisons. D'abord, si on étudie les comparaisons européennes, on voit que même si le nombre d'interventions a considérablement diminué depuis plusieurs années, la France continue à être un pays où le taux d'intervention est relativement élevé par rapport aux autres pays européens. Deuxième élément, l'appendicectomie est encore la 15e acte chirurgical en fréquence en France, le premier étant la chirurgie de la cataracte. La diminution d'intervention est significative puisque le chiffre de 300 000 interventions était prononcé dans les années 90, alors que maintenant on est aux alentours de 80 000. Vous voyez donc qu'il y a eu une baisse considérable du nombre d'interventions annuelles depuis les années 90. Autre élément qui nous a conduit à nous intéresser à l'appendicectomie, c'est qu'il y a eu une évolution de la stratégie chirurgicale, et notamment après l'apparition d'examens d'imagerie favorisant le diagnostic. Alors, la démarche de la CNAM depuis 2011, c'est qu'on a poursuivi l'analyse statistique des données en croisant les données du PMSI et les données de remboursement de l'assurance maladie, et dans deux directions. D'abord, en qualifiant un peu mieux les variations interdépartementales et en faisant en plus une approche par établissement. La deuxième direction de l'action, c'était une saisine de la Haute Autorité de Santé pour avoir un référentiel actualisé. Cette saisine,
a été commune avec le ministère de la Santé en 2010 et la Haute Autorité de Santé doit rendre ses conclusions en septembre 2012. Alors il est important de vous donner l'arbre de décision qui nous permet de fournir les chiffres. Alors c'est tiré des données du PMSI, donc de la tarification à l'activité. On est entré par l'acte de chirurgie, à partir des codes de la classification commune des actes médicaux. On a ensuite croisé ces actes avec l'existence d'un groupe homogène de séjour correspondant à appendicectomie. Il y a des appendicectomies qui ne tombent pas dans un GHS d'appendicectomie lui-même. Il peut y avoir des appendicectomies associées à d'autres types d'interventions plus lourdes qui font que ce séjour peut arriver, par exemple, en cancer de l'ovaire, par exemple. Et donc, il peut y avoir des appendicectomies qui ne tombent pas dans le GHS d'appendicectomie avec ou sans complications. Donc, il y a 82 734 RSA sur l'année 2010. Je dois préciser que nous n'avions pas encore les données 2011, donc les données que je vous présente, c'est les données de l'année 2010. 82 000 interventions par an, et on a rajouté les actes d'appendicectomie associés à un diagnostic principal de maladie de l'appendice qui représente 700, j'arrive pas à lire, mais 500 à peu près RSA en plus. Nous avons éliminé les appendicectomies qui allaient dans un autre GHS et qui n'avaient pas de diagnostic principal de maladie de l'appendice, ce qui fait que certaines péritonites se retrouvent dans ce cas, et il y en a seulement 86. Voici les chiffres donc, de l'année comparative 2006-2010. Le nombre d'interventions continue à baisser, donc 11% de moins entre 2006 et 2010. On est à 83 340. Et cette baisse se concentre sur le secteur privé. Alors c'est un des actes où la part dans le secteur public est supérieure à celui du secteur privé. C'est important de le signaler. En tout cas, il y a eu moins 20% dans le secteur privé, moins 20% sur les jeunes de moins de 20 ans, donc la baisse se concentre sur les jeunes de moins de 20 ans, et sur les femmes, moins 14%. Si on étudie le taux d'appendicectomie par sexe et tranche d'âge, on voit qu'il y a un pic entre 10 et 29 ans à peu près, et que globalement, il y a plus d'hommes que de femmes opérés, sauf entre 19 et 24 ans. On s'est intéressé aussi à la saisonnalité des interventions suite à des travaux publiés aux États-Unis, et on s'est intéressé, alors vous voyez par tranche d'âge, répartis dans l'année, le pourcentage d'intervention sur l'année 2010. Il n'apparaît pas clairement une saisonnalité en France, contrairement à d'autres pays, puisqu'il y a des variations assez erratiques. Bon, il y a une baisse en décembre. On voit que les patients de 75 ans et plus résistent plus à certaines baisses, c'est tout ce qu'on peut dire. En l'occurrence, il n'y a pas de saisonnalité aussi marquante qu'aux États-Unis qui permettrait de faire le lien ou des interrogations en rapport avec des infections saisonnières. Les variations géographiques du recours à l'appendicectomie. Donc vous voyez le taux de recours à l'appendicectomie pour 10 000 habitants. Je parle donc du taux de recours d'intervention pour les patients d'un département, quel que soit leur lieu d'intervention. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été opérés dans des établissements appartenant à d'autres départements. En tout cas, c'est beaucoup plus simple d'aborder le sujet comme ça. Vous voyez qu'il y a des variations assez importantes de taux de recours, et si on standardise sur l'âge et le sexe, il continue à y avoir des variations de recours entre départements. Si on s'intéresse aux patients de moins de 20 ans, et là, il faut lire la carte un tout petit peu différemment, puisqu'on a pris la région Île-de-France comme instrument de repère. Alors, je vous expliquerai après pourquoi. C'est parce que c'est le plus bas de la métropole, et c'est intéressant de le noter. Donc, vous voyez les taux par rapport à ce chiffre de 15,65, qui est le taux de l'Île-de-France. On voit qu'il y en a 3 départements en dessous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et les autres sont au-dessus. Sur ce croquis
ici, sur ce schéma, vous voyez en abscisse les taux de recours aux appendicectomies. Donc ce sont tous les départements de France classés par ordre croissant et on ordonnait le pourcentage d'intervention chez les moins de 20 ans. Vous voyez que c'est le taux de la région Île-de-France, même de Paris, qui est le plus bas, à 15,65. Si on fait une barre à 2 fois le taux de Paris, il y a environ 30 départements qui sont 2 fois au-dessus du taux de l'Île-de-France. Les départements qui sont en dessous, je vous ai noté, c'est les DOM-TOM. Si, mais c'est une hypothèse statistique, on ramène l'ensemble des taux au taux parisien, ça représente une baisse de 15 000 interventions. On s'est intéressé ensuite, mais c'est une analyse statistique, aux facteurs associés aux variations interdépartementales de recours aux soins. Donc c'est une analyse de régression, je n'entre pas dans les détails parce que je ne suis pas statisticien. Donc c'est toutes les limites et tous les avantages de ce type d'analyse. On a cherché les facteurs associés à ces variations interdépartementales dans 3 dimensions: l'offre de soins, la densité et la croissance démographique du département et une description des patients ou des types d'interventions. Et vous voyez qu'il y a 3 facteurs qui sortent, qui sont associés avec des croisements de nature différente. Dans un sens positif, les interventions, c'est moins de 20 ans et les femmes. C'est-à-dire que plus il y a d'interventions chez moins de 20 ans et des femmes, et plus le taux de recours est important dans le département. Le suivant, c'est une corrélation négative. La spécialisation des pôles de chirurgie viscérale, ça veut dire que les gens qui font beaucoup et ça c'est particulièrement intéressant, les gens qui font beaucoup d'interventions d'appendicectomie par rapport à leur activité de chirurgie digestive, et bien dans ces départements, le taux est moindre. Enfin, le 3e élément, alors qui est plus nature lié au PMSI, c'est-à-dire la part relative et la durée des séjours de niveau 1. Vous savez que le niveau 1 dans le PMSI correspond aux patients qui ont le moins de comorbidité. Et donc, si on s'intéresse à la part de ces patients qui ont le moins de comorbidité et la durée moyenne de séjour de ces patients qui ont le moins de comorbidité, ben plus la part relative est importante et plus la durée de séjour est courte, et bien plus le nombre d'interventions est important dans le département correspondant. Enfin, c'est un des facteurs associés à un nombre élevé. On s'est intéressé aussi à une approche par établissement, et vous voyez 2 types d'analyses qui peuvent être réglées, comme justement cette part d'appendicectomie dans l'activité de chirurgie viscérale. On a pris un regroupement que la TIH a l'habitude de faire. C'est donc on s'est intéressé à la part relative d'intervention d'appendicectomie sur l'ensemble de la chirurgie digestive. Et on voit sur les établissements qui font plus de 50 appendicectomies par an, qui représentent 566 établissements, des variations importantes. La moyenne est environ à 20%. Et on voit qu'il y a environ 1/3 des établissements qui ont une différence significative à 5%, c'est-à-dire qui représentent plus du double du taux moyen d'intervention. Il y a donc des variations entre des établissements sur la part relative d'appendicectomie dans l'activité de chirurgie digestive. Et l'autre élément, c'est les explorations d'imagerie avant intervention. On arrive à repérer les interventions d'imagerie, que ce soit échographie, scanner ou IRM, avec des petits doutes pour certaines interventions dans le domaine public, puisque l'échographie n'est pas un acte traceur, donc on peut en perdre un petit peu. Mais en tout cas, on voit des différences importantes entre établissements. Le taux global est de 70%. On voit qu'il y a des différences. Il y a des structures dans lesquelles le recours à l'imagerie préalable à l'intervention est important et des structures où le recours à l'imagerie est plus faible. En conclusion, on voit bien, et c'est ce qu'on confirme depuis 2006 à maintenant, il y a des variations interdépartementales de recours aux soins. On trouve des facteurs associés explicatifs à ces variations interdépartementales, mais qui n'expliquent pas tout. Il est donc nécessaire d'aller plus loin et en particulier d'analyser tout le parcours de soins qui arrive à ce type d'intervention. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Marty, pour ces données, dont certaines sont
pose question vraiment, et il y aura sujet à débat. Je donne d'abord la parole à Monsieur René Mornex. Merci. Je peux pas parler tout fort, non? Cette capable, j'ai une tellement grosse tête. Enregistré dans le... Voilà. C'est bien compliqué la chirurgie. Oui, c'est compliqué. Bon. Oh non, je peux pas parler. C'était M. Clochu qui disait que c'était difficile. Oui, la médecine aussi. Monsieur le Président, mes chers collègues, mes chers amis, je suis très honoré de venir parler devant l'Assemblée de l'Académie de chirurgie. Et je vais aborder les choses de manière un tout petit peu différente de celle de M. Marty et vous dire pourquoi je me sens très engagé dans ce combat qui dépasse l'appendicectomie, qui est le combat de la pertinence des stratégies médicales. Alors, je vais vous faire une confidence, ça fait 35 ans que je m'en préoccupe, et 35 ans que tout le monde se fiche éperdument de ce que je peux raconter. Il y a quand même eu un moment qui a été agréable, c'est le jour où j'ai pu collaborer avec Michel Barzac, et sous mon impulsion, je le dis en toute simplicité, a été créé l'ANDEM. Puis l'ANDEM a été détruite pour des raisons que vous savez, c'est l'ANAS qui a pris la suite, puis maintenant c'est l'HAS. Donc c'est toute la démarche qui est l'édification des recommandations de bonnes pratiques cliniques. Alors, en principe, avec cela, tout devrait aller pour le mieux, mais, ainsi que M. Marty le disait, il y a des disparités régionales extraordinaires, et c'est ces disparités qui ont fait réagir, en particulier la Fédération hospitalière, dont je fais partie depuis un certain nombre d'années. Et c'est dans le cadre de la Fédération hospitalière que nous avons essayé de reprendre cette question. Alors évidemment, nos chiffres sont exactement les mêmes que les vôtres, monsieur, puisqu'on parle des mêmes bases. Les présentations sont peut-être un peu différentes. Elles sont en tout cas simplifiées. Car moi, je travaille tout seul avec des additions et des divisions, et j'essaye de voir les grosses choses et non pas aller trop au détail, car je crois que cette affaire, ça se traite globalement. Alors, parmi les 15 questions qui ont été posées au sein de la CNAM et qui sont reprises par l'HAS, il y a l'appendicite aiguë, mais il y en a d'autres. Et c'est ainsi que nous avons, dans 2 ans de travail, présenté à la Fédération ces disparités qui sont assez étonnantes. En effet, quand on regroupe un peu, non par région, non pas seulement par département, on constate une chose extrêmement étrange qui est une disparité énorme entre les régions. Et je vais vous dire que la région la plus économe en matière d'actes, c'est l'Auvergne, et que la région la plus dispendieuse, à ma grande surprise, c'est l'Alsace. Et quand je ne sais pas si Jacques est là, quand j'en ai discuté avec notre confrère Jacques, il m'a expliqué qu'en Alsace, la caisse d'assurance maladie était très généreuse et qu'on pouvait y aller à tout va, alors qu'en Auvergne, on épargne un peu plus. Une deuxième remarque que j'ai faite, c'est que dans la Nièvre, ce n'est plus l'appendicectomie, j'ai élargi le sujet, il y a 2 fois plus d'angioplastie coronarienne et d'angiographie coronarienne que dans le Rhône. Or, dans le Rhône, on est quand même pas mal équipé à ce point de vue, et c'est ce qui fait apparaître la notion d'école, de tempérament lié à une école. Et pour ce qui est de l'appendicectomie, l'école lyonnaise, et ce qui environne Lyon aussi, est dominé par plutôt un activisme, et René Guillet était un des moteurs de cette affaire. L'école cardiologique est plutôt plus en dessous de cela. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Effectivement, il y a des départements, et moi j'ai 2 exemples, c'est les Hauts-de-Seine et le département du Nord. C'est exactement le simple et le double. On fait 2 fois plus d'appendicectomie dans le Nord que dans les Hauts-de-Seine. Et vous allez me dire, peut-être dans les Hauts-de-Seine ou dans le Nord, il y a beaucoup de privés qui poussent. Eh bien, c'est exactement le contraire. Il y a plus de dérapage dans le public, dans le Nord, qu'il n'y en a dans les Hauts-de-Seine. Donc, il y a des choses qui se passent derrière tout cela. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait dépasser les chiffres,
dépasser les attitudes de principe et que j'ai proposé à l'Académie de médecine de reprendre la question parce que l'Académie de médecine, puisque vous en faites partie, beaucoup d'entre vous, a la capacité de parler au nom de la globalité du problème médical. Et nous travaillons ainsi, et j'ai des amis ici présents que je salue, qui veulent bien travailler avec moi dans ce groupe de travail, et qui s'intéressent au pourquoi des dérapages, non seulement de l'appendicite, mais bien entendu d'autres problèmes. Ces dérapages, alors on nous dit, c'est la peur de la judiciarisation. Eh bien, je crois qu'avec de nombreuses investigations, nous pouvons démonter cette affaire. Là, le dérapage est lié surtout, à notre avis, au manque de formation des médecins, de tous les médecins, à cet esprit qui est l'esprit de la stratégie et de l'analyse précise des risques et des inconvénients, et des avantages et des désavantages. Donc, l'appendicite est une chose, mais si l'on veut situer le problème dans sa globalité, quel est l'intérêt de la pertinence des examens et des stratégies, pardon. L'intérêt, c'est d'abord pour le malade. D'abord, le mieux soigner, le mieux guérir, mais le moins le contraindre. Et j'insiste sur le fait que la multiplication d'examens est une contrainte, la multiplication d'actes invasifs est une contrainte, en plus du risque. Donc c'est la première idée que pour ma part, je soutiens dans notre groupe. La deuxième idée, c'est effectivement le coût. Mais réfléchissons un peu, regardons non pas seulement les grosses choses qui sont en face, parce que l'appendicectomie, finalement, c'est pas très très cher. Et le nombre, entre les deux départements que j'ai cités, je crois que ça représente 75 par 100 000 habitants de plus dans un département que dans l'autre. C'est pas énorme. Par contre, d'autres choses, comme les examens qui sont faits un peu comme ça, les scans, vous l'avez cité, l'IRM, vous l'avez cité, mais j'ai un exemple que nous allons travailler et qui est très impressionnant, c'est l'endoscopie basse. Ça coûte 4 fois plus cher que l'appendicectomie. Et il est probable qu'il y a là une zone d'approche, de restriction importante, parce qu'il y a probablement des gens qui surveillent un peu plus, un peu mieux. Mais enfin, vous allez me dire qu'il y a 2 fois plus d'endoscopie basse à Paris qu'en Saône-et-Loire. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une hécatombe de cancer du côlon en Saône-et-Loire, mais nous essayerons de vous en apporter la démonstration. Alors, j'en viens, si vous le permettez, car j'ai beaucoup réfléchi pour réagir sur ce qui vient d'être dit. Je vais vous donner mon avis. Je ne suis pas chirurgien. Je suis très radin au point de vue activité médicale, puisque depuis 35 ans, je dis qu'il faut faire des économies. Eh bien, je crois que l'appendicectomie, ce n'est pas une bonne économie. Ce n'est pas une bonne économie parce que les inconvénients de l'appendicectomie, premièrement, ce n'est pas un organe noble. Je n'ai vu personne nous affirmer que parce qu'on avait enlevé l'appendice, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans la physiologie ultérieure. Deuxièmement, on parle de risque de l'appendicectomie, mais on parle de risque de l'appendicectomie pour des appendicites, des abcès appendiculaires, des choses. Et évidemment, je souhaiterais que l'on me dise combien d'appendices sains qui ont été enlevés ont donné lieu à des complications fortes. Enfin, traiter l'appendicite aiguë avec des antibiotiques, pourquoi pas, pendant 8 jours, pourquoi pas, avec des examens morphologiques répétés, pourquoi pas, et qu'est-ce qui va devenir 1 an, 10 ans plus tard, ça va recommencer, etc. Donc, vous voyez, je suis finalement un bon garçon pour ce qui concerne l'indication chirurgicale, et moi, je parle en mon nom propre. Je ne peux pas me permettre de parler au nom du groupe qui n'a pas délibéré. D'ailleurs, nous ne délibérerons pas sur l'appendicite aiguë. Nous délibérerons sur les grands principes de la pertinence, mais j'espère que nous convaincrons la conférence des doyens que nous allons rencontrer la semaine prochaine de bien vouloir faire un effort dans la pédagogie et surtout dans l'évaluation des connaissances des futurs médecins qui nous traiteront
dans les années prochaines. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mordax. Vous avez bien défini le cadre de la discussion. Alors, je vous donne la parole. Et qui veut intervenir? Monsieur Nathalie, on vous porte le micro. Moi, je suis étonné qu'on n'ait pas parlé d'un examen qui permettrait de savoir si on a eu raison ou pas raison de faire une appendicectomie. C'est l'examen histologique de l'appendice. C'est fait systématiquement, monsieur le conseiller de sécurité sociale, ou pas? C'est un examen objectif, puis ça coûte pas cher, ça, hein, et qui permettrait de savoir si l'appendicectomie est justifiée ou pas. Donc la réalisation d'un examen anatomopathologique après une intervention est théoriquement du domaine naturel, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un examen anatomopathologique de la pièce opératoire. L'analyse, vous savez qu'il n'y a pas de système d'information qui donne les résultats. C'est-à-dire que pour savoir si l'examen anatomopathologique est considéré comme normal, entre guillemets, hein, je dis bien normal, ou ne présentant pas de signe d'appendicite aiguë, il faut retourner au dossier et avoir une analyse de ce type-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, et ça a déjà été publié, donc je peux en parler, au cours des analyses des régions, une région avait été amenée à analyser tous les examens anatomopathologiques d'une région, et on avait trouvé une ou deux structures avec, mais je dis bien une ou deux structures, et c'est important, avec des taux d'examen anatomopathologique ne montrant pas d'appendicite aiguë supérieurs à 50%. Oui, quand j'étais interne et je remplaçais le chirurgien de Brive, un jour j'ai renvoyé un malade pensant qu'il n'avait pas d'appendicite. Il m'était amené par sa famille et sur les conseils du médecin. Et le chirurgien, c'était Bissonnier, l'a opéré d'une appendicite 4 ou 5 jours plus tard. Et il m'a dit, quand on t'amène quelqu'un pour une appendicite, avec le diagnostic d'appendicite, tu l'opères toujours. Premièrement, la famille sera contente. Deuxièmement, si tu récuses le diagnostic, le médecin passera pour un imbécile. Troisièmement, si tu fais une erreur de diagnostic, comme le cas, tu risques des gros ennuis. Et quatrièmement, eh bien, une appendicite, ça rapporte à la clinique. Non, c'était des réflexions. Monsieur Hureau. Allô? Ça marche très bien. Je voulais simplement faire deux remarques. D'ordre médico-juridique. C'est tout, je n'ai rien à ajouter d'autre. Moi, je crois qu'on ne peut, je crois qu'on peut que se féliciter des résultats que nous a montré M. Marty. C'est qu'en fait, il y a 15 ans, on faisait 2 fois plus d'appendicectomie que ce qu'on fait maintenant.
c'est probablement notre diagnostic le plus pertinent. Et pas forcément parce qu'on fait plein d'examens morphologiques, mais parce que je crois qu'on a moins peur de surveiller des gens qui ont des douleurs de la fosse iliaque droite et qu'on ne se précipite plus dessus comme avant. Le dogme douleur de la fosse iliaque droite égale appendicectomie, c'est fini. Je crois que c'est aussi, c'est pas simplement parce qu'on fait des scanners à tout le monde, c'est parce on surveille les gens, on a moins peur de la péritonite que jadis, et notamment aussi on a moins peur. Et on fait quand même 2 fois moins d'appendicectomie, c'est quand même magistral. Et c'est un vrai progrès, parce que l'appendicectomie, c'est vrai que c'est devenu un acte relativement simple, sans complications, mais comme l'a dit monsieur, c'est fournisseur de brides. Et le nombre de malades qu'on hospitalise parce qu'ils ont peut-être une occlusion du grêle sur bride, qu'on opère parfois quand ils en ont, c'est quand même ça aussi une source de douleur, d'hospitalisation et d'énergie dont on se passe bien. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, Corinne. Si on voulait être vraiment complet sur le plan scientifique, il faudrait montrer que la démarche est justifiée. Autrement dit, que la mortalité ou les complications secondaires des appendicites ne sont pas plus lourdes dans les pays, dans les départements, dans les endroits où on ne les opère pas. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Non, on n'a pas fait ce type d'analyse aussi fine. Par contre, non, ça mériterait une analyse beaucoup plus précise. Les comparaisons de mortalité ou les comparaisons de morbidité nécessitent des analyses très fines du système d'information avec des chaînages que l'on n'a pas réalisés sur le domaine de l'appendicectomie. Mais en l'occurrence, vous êtes très sensible tout le monde est très sensible aux anomalies qui sont survenues après intervention. Donc s'il y avait eu quelque chose, je pense qu'on en aurait peut-être entendu parler aussi. Oui, je voudrais rajouter deux points. Le premier est que globalement, lorsque l'on parle d'appendicite, aussi bien aujourd'hui que dans le grand public que dans les journaux, dans les médias, on confond un petit peu appendicite et appendicectomie. Ce qui, pour rebondir sur les propos de M. Nathalie, est quand même très différent. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que effectivement le nombre d'appendicectomies a beaucoup chuté depuis 20 ans. Or, si l'on veut faire un parallèle qui n'est peut-être pas scientifique, mais qui est quand même tout à fait réel, c'est qu'il y a 20 ans, on ne faisait pratiquement pas d'échographie en urgence, ou tout au moins, c'était encore à un stade quasiment expérimental. À l'heure actuelle, du moins en chirurgie pédiatrique, lorsque l'on a le moindre doute, eh bien, on fait tout de suite une échographie. Et effectivement, on fait moins d'appendicectomie inutile que l'on pouvait en faire il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que ces deux choses sont tout à fait à mettre en parallèle. Oui, j'ai peut-être été un peu abrupte dans ma formulation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a gagné là où il y avait les 50%. Deuxièmement, M. Nathalie, pour faire la napate, il faut avoir enlevé l'appendice. L'appendice, s'il est normal, on ne peut pas le remettre pour recoudre. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas qu'on peut aller beaucoup plus loin dans des analyses hyper fines, hyper statistiques. Je respecte l'HAS, je connais bien le LUDEC, je lui ai dit, mais je crois que maintenant, on faut quand même en revenir aux de chacun des chirurgiens, en sachant que, eh bien, il y a quand même des éléments très, très précis de suffisante suspicion pour y aller. Conclusion, comme un pauvre médecin, mais qui plutôt, vous savez. Je crois qu'on va arrêter la discussion parce que les sujets d'aujourd'hui, les présentations qui vont être faites vont permettre d'étayer la discussion et à la fin, vous aurez tout le temps pour apporter votre expérience qui, pour la plupart, est très importante à la réflexion. Je crois que la séance d'aujourd'hui aura certainement un retentissement important. Il y a plusieurs journalistes dans la salle et faites bien attention à ce que vous dites.